Bonjour à tous et bienvenue. L'industrie footballistique raffole des modes. On avait évoqué il y a peu la data et le trading, qui sont devenus des valeurs stratégiques pour une grande majorité de clubs, mais on avait oublié un point réellement en vogue et qui interroge pourquoi autant de joueurs en activité rachètent des clubs de football. Auparavant, on avait des anciennes gloires, mais à la retraite qui faisaient cela. On a pu avoir l'exemple de Ronaldo, notamment le vrai, avec Valladolid. On a vu Beckham avec Miami ou la Class of 92. Ces anciens de Manchester United, les frères Neville, Butt, et je crois qu'il y avait peut-être Paul Scholes également, à Salford City, dans la banlieue justement mancunienne, qui était un club de division inférieure. Donc il y avait quelques exemples comme cela. On a récemment parlé aussi d'Oliver Kahn, l'ancien portier du Bayern, qui est associé à un fonds d'investissement pour faire un MCO, un multi-club ownership, et qui est notamment intéressé par les Girondins de Bordeaux. Sauf qu'on parlait encore une fois de joueurs qui avaient terminé leur carrière. Or, depuis quelques années, il y a un phénomène complètement novateur. Ce sont des joueurs en activité qui vont détenir des actions dans d'autres équipes, parfois jusqu'en être majoritaires. On a bien sûr l'exemple très médiatique de Kylian Mbappé avec Caen, mais que dire auparavant de N'Golo Kanté en Belgique avec Virton, de Wilfried Zaha à Croydon. On peut également parler de Moussa Dembélé récemment qui vient d'acquérir un club de D2 lituanienne, ou également de Modric qui vient d'être actionnaire minoritaire à Swansea au Royaume-Uni. Bref, les exemples ne manquent pas. On peut également parler de Sadio Mané ou de Kalidou Koulibaly avec une question sous-jacente. Pourquoi autant de joueurs en activité vont investir dans des clubs de football où, on le rappelle, qui est une industrie qui perd énormément d'argent? Bien évidemment, il faut différencier les investissements. Il y en a de plusieurs sortes et on va expliquer un petit peu les business models derrière tout ça. Le premier réellement qui a entamé cette mode, et ça avait été très médiatisé à l'époque au niveau international, c'est N'Golo Kanté quand il s'est porté acquéreur de Virton. Alors Virton, on en avait parlé sur la chaîne. Il faisait partie de, on va dire, de ces clubs en perdition en Belgique qui vivotaient entre la D2 et la 3e division, qui étaient notamment de la Galaxy BK. Alors là, il faudrait en faire aussi un roman. Il y avait beaucoup de dettes, le club. Enfin, honnêtement, on pouvait s'attendre à un avenir à la Danes, à la Louvière, enfin, de toutes ces équipes belges qui malheureusement ont connu le précipice. Puis N'Golo Kanté est arrivé avec des proches à lui, il y a notamment un de ses frères qui incitait peut-être d'autres joueurs à le rejoindre, etc. Et donc, il y a pas mal de ses connaissances pour gérer le club-là. Sauf que, ah oui, c'est très bien pour Virton, les dettes ont été épongées, etc. Ils sont toujours en 3e division belge, je ne crois pas qu'ils vont remonter non plus cette année-là. Mais ça pose une question économique. C'est-à-dire, ok, tu rachètes un club, très bien, mais pourquoi et quelle raison? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressés ensuite pour une carrière de businessman. L'exemple que j'ai en tête, c'est Tony Parker, qui prenait exemple sur les Magic Johnson et d'autres anciennes gloires NBA qui derrière se sont tournés sur le marché des affaires. Alors Parker, c'est pour le moment un échec retentissant à tous les niveaux. Très curieux de voir comment Lasvel va s'en sortir. On l'avait expliqué depuis un moment sur la chaîne, les problèmes au niveau financier, certains contrats qui interrogeaient, bref. Donc on l'avait vu un petit peu dans le basket. Maintenant dans le football aussi. Mais normalement il y a un business plan. Quel est le business model et quelle est l'idée de prendre un club belge? On sait que par exemple la 2e division c'est un mouroir financier et la 3e division je vous en parle pas. Sachant que la 3e division a quand même un niveau relevé, c'est compliqué de manquer en 2e, donc tu dois mettre des moyens. Alors oui, le joueur a de l'argent, vous allez me dire il est plus que millionnaire, oui. Enfin quand même, les pertes en Belgique, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros quand même par an. Donc pourquoi pas? Et c'est des gens proches, etc. qui vont gérer autour. Il y en a d'autres qui vont dire oui, mais ça ressemble un peu à Hudson Edouard, qui va je crois mettre 300 000 par an pour aider le FC 93 en National 2. Peut-être qu'il va enfin remonter en 3e division française. Donc avec Bobigny, je crois qu'il y a un de ses anciens éducateurs qui est aussi autour de sa carrière, Mamadou, qui s'occupe notamment du club, etc. Je ne connais pas assez le dossier, pourquoi pas? Mais on remarque en effet que dans certains dossiers, il y a peut-être un côté affectif. Alors on pense à Wilfried Zaha, Croydon, forcément, il connaît très très bien. Sauf que par exemple à Croydon, donc qui est un club de 9e division anglaise, alors c'est pas un énorme investissement, c'est même très très simple. Il y a aussi un rappeur, etc. Et ça, vous savez, il y a aussi tout ce modèle américain, on va dire, de rachat de club, avec aujourd'hui des grandes stars d'Hollywood, de la chanson. On a vu aussi des Jay-Z. Enfin, il y en a plein qui se mettent dans ce business footballistique-là. Et derrière, on a l'idée de faire des documentaires. Vous l'avez vu notamment en Angleterre, ce qui se passe à Sunderland, à Wrexham, etc. Donc, bien sûr, il y avait aussi l'investissement de Sadio Mané à Bourges, un club de 4e division française, avec des gens encore une fois proches de lui, qui l'ont convaincu. Je n'ai pas encore assez étudié la question pour dire est-ce que son argent est utilisé à bon escient? Donc je ne répondrai pas à ça. On a Kalidou Koulibaly également avec Sedan. Alors je crois que Kalidou Koulibaly est accompagné de quelqu'un qui travaillait au sein de la sélection sénégalaise, il le connaissait depuis longtemps, etc. Sauf que là, dans le cas de Bourges et de Sedan, on parle de sommes relativement modestes avec des gens proches, etc. Alors encore une fois, est-ce que c'est bien utilisé? Parce que malheureusement dans le foot, tu dois être très vigilant. Et un joueur qui est en activité n'a pas forcément le temps non plus de se pencher là-dessus. Donc il fait confiance à d'autres personnes. Et c'est là on en vient sur le business. Qui te conseille pour acheter des clubs? Quelle est l'étude de marché qui a été réalisée? Parce que je ne crois pas qu'un joueur souhaite mettre de l'argent à perte.
parce que derrière la bonne image, oui, c'est le football, je rends ce que j'ai donné. Non, non, à un moment donné, quand tu changes à ce niveau-là, tu changes la casquette, tu deviens un businessman, tu n'as pas envie de perdre de l'argent. Surtout que ces joueurs-là, alors oui, il va me dire, ils sont très riches actuellement. Mais ils ne pèsent pas 1 milliard ou 2. Je veux dire, ce ne sont pas des fonds d'investissement et la carrière, elle est très courte. C'est vrai que ce que tu gagnes à un moment donné, peut-être des 4, 5, 6 millions nets par an, peut-être que dans 4, 5 ans, c'est plus le cas. Or, on l'a vu, le football, tu peux perdre beaucoup d'argent. Le pire exemple étant évidemment Kylian Mbappé avec Caen. C'est le pire rachat d'un joueur, mais de très très loin. On l'avait expliqué dès l'année dernière. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne. Un club qui perd entre 10 et 12 millions par an, tu ne le valorises déjà pas 20 millions. Mais qui conseille le joueur pour faire ça? Là, avec la descente en nationale, ça va aussi lui faire 15 briques. Donc 16 millions pour acheter 80%. Là, il y aura 2-3 millions de trous parce qu'ils ont quand même vendu pour éviter de remettre. Donc, on va dire qu'en 1 an et demi, bah, il y en a pour 35 briques. Voilà, parce que l'année prochaine, il y aura 15 millions de trous à peu près. Donc, économiquement, ça ne fait aucun sens parce que tout ton salaire du RAL, il va y passer. Maintenant, tu as d'autres business plans différents. Moussa Dembélé, par exemple, ancien joueur de Lyon, que joueur en Arabie Saoudite, lui, il a un club et une académie au Mali. Alors, il y a les gens autour de lui qui s'occupent de sa carrière et tout ça. Encore une fois, on en revient à qui te conseille et tout. Et là, ils sont allés récupérer un club en D2 lituanienne et je vois des articles, ça suscite un peu l'incompréhension, etc. Mais il faut penser en termes de business. C'est-à-dire que si tu veux faire un business model sur le football, ton but, c'est pas forcément de perdre de l'argent. Parce que la carrière, je répète, elle est très courte. Surtout que là, tu n'es pas associé à un gros fonds d'investissement et tout cela. Donc, tu vas par tes propres moyens. Évidemment, c'est pas lui qui va gérer, il va peut-être un peu regarder, etc. Mais lui, il est encore joueur de foot. Donc, il y a les gens autour de lui. On en revient à qui te conseille, pourquoi, etc. Sauf que tu récupères en Lituanie, les gens vont dire quoi? Mais Lituanie, espace Schengen. Tu as aussi des clubs très peu chers financièrement avec des petites dettes. Je me suis renseigné, là, ça coûte pas cher. On est sur des 10, 15, 20 000 de dettes. Donc, évidemment, financièrement, vu ce qu'il y a en Arabie Saoudite, là, tu peux dire qu'il peut se permettre. Évidemment, tu fais un projet, sauf que la Lituanie, le but, c'est de remonter, c'est en D2. Tu as 10 clubs de première division. Sauf que vous le savez, tu as peut-être le Zalgiris actuellement, qui est, on va dire, assez fort, qui risque peut-être encore d'être champion. Tu as 2-3 clubs un peu importants en Lituanie, mais c'est un championnat qui s'améliore. C'est-à-dire qu'il passe quelques tours de préliminaires de Coupe d'Europe, Conférence League, Europa League et tout. Sauf qu'il n'y a que 10 clubs en première division. Ce qui fait que tu as la place de la Coupe et tu peux terminer raisonnablement peut-être dans les 4 premiers. C'est-à-dire que tu as une possibilité. C'est plus facile d'aller en Coupe d'Europe en Lituanie qu'à Chypre ou ailleurs où il faut plus d'argent. Là, ça reste des sommes très limitées. Or, si tu te qualifies une fois en Coupe d'Europe, tu peux prendre un prize money, je crois, en Europa League, d'au minimum 300 000 euros. Ce qui fait que ton investissement, peut-être sur les 2 ans, tu l'as déjà remboursé. Ensuite, tu peux mettre des joueurs en avant, notamment de ton académie potentiellement au Mali. Je rappelle que c'est l'espace Schengen. Et ensuite, tu as d'autres équipes nordiques, d'autres pays de l'Est un peu plus fortunés, qui vont regarder les pays baltes et qui vont les récupérer. Parfois aussi en Belgique. Il y a des trucs comme ça. Donc je comprends un petit peu le business model à ce niveau-là, sachant que tu peux aussi gérer vis-à-vis des actifs, parce que c'est ça qui compte. Là, on va vraiment parler d'un point de vue entrepreneurial, parce que l'idée de dire oui, c'est un ancien joueur, il aime le foot, etc., on va arrêter. Hein. Là, il y a plein de joueurs, ils détestent le foot, ils en font, ils les aiment pas. Il y en a d'autres, évidemment, leur carrière, c'est important et tout, mais être joueur de foot, c'est très bien, diriger un club, ça n'a rien à voir. Tu peux être le meilleur joueur du monde, c'est pas ça qui va te faire toi un bon entraîneur ou un bon dirigeant, ce sont des disciplines complètement différentes. Et la plupart des joueurs n'ont pas forcément tous les codes, les us et les coutumes de tout cela. Donc ils ont des gens autour. On a vu que des fois c'était les amis, la famille, etc. Bon, pourquoi pas, avec des conseils, tu as même l'impression que certains ils font ça pour qu'on les laisse tranquilles, etc. Allez, je donne un peu aux copains à côté et tout. Bon. Et là, tu as d'autres qui font des investissements, on va dire peut-être beaucoup plus réfléchis, avec un business model à l'avenir qui dépend aussi, qui correspond à tes finances. On peut parler évidemment de Luka Modric. Modric, il va être actionnaire minoritaire à Swansea, donc un gros club qui est aussi entre la Premier League et le Championship. Alors oui, c'est un club, comme énormément dans le Royaume-Uni, qui perd de l'argent chaque année. Mais d'une, il n'est pas majoritaire, alors oui, ça représente une certaine somme, mais tu as une valorisation spéciale des clubs en Angleterre qui est énorme, surtout un jour en cas de montant en Premier League. Donc quelque part, tu fais un investissement, tu fais un placement qui te coûte pas réellement cher. Dans le même temps, on sait que ça intéresse des fonds d'investissement et autres, se dire, attends, je vais m'associer à un joueur en termes d'image. Certains aussi qui sont fans de foot dans ces fonds-là, ils se disent, oh là là, mais c'est un joueur, je vais me mettre avec lui, ça va être super, etc. Il y en a qui ont préparé la brique dans les yeux. Et vous avez un dernier cas de figure, c'est celui notamment de Vinicius, qui lui investit au Portugal en 2e division, avec un fonds d'investissement. Donc il n'est pas tout seul. Donc ça fait que, même pour le joueur, ça limite les risques. Sauf qu'encore une fois, on vient, qui est derrière ? Quand tu connais l'agent de Vinicius, Rock Nation, etc., mais c'est quelqu'un qui, à l'époque de la TPO, de la tierce propriété, était très fort, notamment entre le Brésil et le Portugal. Or, au Portugal, 2e division, pareil, potentiellement tu peux monter, c'est pas non plus des sommes, ça reste quelques millions. Mais je veux dire, il y a des clubs beaucoup plus chers. Ça reste quand même une certaine accessibilité. Tu peux ramener énormément de joueurs étrangers de par les limites. Et en même temps, quelque part, ça permet aux gens qui te gèrent, etc., d'avoir une certaine influence, d'avoir un pouvoir décisionnel au niveau des clubs qu'en tant qu'agent intermédiaire, tu ne pourrais pas. Et donc, on remarque que derrière tous ces investissements-là, c'est qui te conseille et qu'il y a plusieurs manières.
Il y a d'un côté le côté familial, etc. Certains vont peut-être limite te dire une dette vis-à-vis de certains, enfin bon, limite pour s'occuper et tout. D'autres, il y a peut-être un côté égo démesuré, etc. Certains, c'est un business plan, on va dire peut-être plus sur le long terme, en adéquation avec tes finances, ou je fais un placement sur l'avenir, type Modric. Ou certains aussi, c'est pour l'influence et permettre à certaines personnes qui sont autour de ta carrière d'avoir un certain pouvoir décisionnel. Parce que je le répète, le joueur, il est focus sur sa carrière. Alors oui, il va un peu regarder ce qui se passe, mais pas tant que ça, au final, dans le club qu'il a obtenu. Bref, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair et on fera peut-être bientôt sur la chaîne un petit guide de conseils pour racheter un club parce qu'il y a plein de choses surréalistes. Réellement, aujourd'hui, prendre un club en Belgique et surtout en France, vu la conjoncture économique actuelle et les desiderata complètement disproportionnés des présidents qui en veulent des fortunes, ça me semble quand même complètement utopique. Et c'est pour ça que c'est assez incroyable ce que je vais dire. Mais vous allez dire sur le papier, bah ouais, Mbappé, quand c'est un super potentiel, on en avait parlé. Sauf que réellement, si tu parles juste en termes de business, aujourd'hui, il y a plus de logique à récupérer un club pour rien du tout en D2 de Lituanie que de récupérer Caen qui perd plus de 10 millions par an. Juste en termes de business pur et de perspective d'avenir, également de ce que tu peux faire à l'intérieur du club, vis-à-vis de la ville et de tout ce qu'il y a autour. Donc des fois, sur le papier, oui, pourquoi la D2 lituanienne, pourquoi la 4e division française, etc. Mais peut-être parfois que les apparences sont trompeuses et que le plus profitable pour un joueur, c'est pas forcément celui qui est au sommet ou qui a un grand public. Bref, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair et on se dit à très vite sur la chaîne. Keep the faith.